Bonjour à tous, je suis Arnaud Romanet-Pérou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone et professeur de finance immobilière. J'ai créé le podcast Des briques et des brocs pour échanger avec des professionnels de l'immobilier sur leur parcours, leur expérience, les thématiques du moment et les fondamentaux du secteur. Le but de tout ça ? Tout simplement vous donner accès à un maximum de savoir et de connaissances sur le secteur. Bonne écoute! Salut Benjamin, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast. Tu viens pour nous parler de promotion immobilière. Alors, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu ta vie, ton œuvre, comment tu es arrivé dans l'immobilier, comment tu es arrivé à monter une société qui fait de la promotion immobilière, qu'est-ce que c'est que cette société et comment elle envisage la construction. Beaucoup de questions. Bonjour Arnaud, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à ce podcast. C'est une super bonne idée de lancer des conférences audio pour partager nos métiers et nos formations. C'est une super bonne idée, donc merci à toi de m'avoir proposé de venir ici. Alors pour commencer, qui je suis ? Écoute, je suis Benjamin, je suis promoteur immobilier depuis maintenant 4 ans. Je suis un gars qui est vraiment passionné par l'immobilier. J'ai toujours voulu travailler dans ce domaine. Alors moi, ce qui m'intéressait initialement, c'était l'architecture. J'ai eu la chance de voyager aux États-Unis et être guidé par des personnes qui m'ont orienté vers le métier de la promotion immobilière. Et c'est vrai que très tôt, j'ai pu orienter mes études et mon parcours professionnel pour pouvoir arriver à faire de la promotion immobilière. Alors, un parcours scolaire qui se compose aujourd'hui, j'ai fait un BTS en économie de la construction et j'ai fait de la gestion de patrimoine et le master immobilier à Dauphine. Donc, un parcours un peu technique et un peu financier, ce qui était pour moi des bonnes bases pour pouvoir faire de la promotion immobilière. Le master immobilier, il a un numéro ? Ouais, le 246. Le fameux 246. Exactement. Okay. Et tout au long de ce parcours, j'ai travaillé en property management, en asset management, en dette et en investissement. Donc c'était 4 bons piliers qui se sont bien organisés pour pouvoir avoir des notions globales sur l'évolution d'un projet immobilier et la gestion d'un projet dans sa globalité à partir du moment où il sort de terre et en passant par sa gestion et ses arbitrages. Et tu as bossé dans des grosses boîtes ? Alors j'ai travaillé chez AEW Europe, j'ai fait un stage chez Tishman Speyer et j'ai travaillé chez Ivanhoé et Cambridge dans l'équipe d'investissement. Ok, c'est pas des petits acteurs, quoi. Ouais, non, c'est asset manager, investisseur. Chez AEW, j'ai fait de la dette, donc c'était à Londres. Et chez Ivanhoé Cambridge, c'était dans une équipe superbe d'investissement sur des acquisitions et des arbitrages sur toute l'Europe et sur toute classe d'actifs, bureaux, centres commerciaux et logistiques. Donc ça, c'était plutôt le côté gestion de fonds, acquisition, arbitrage c'est des actifs qui étaient dans des fonds sur lesquels il y avait des positions d'arbitrage ou d'acquisition à faire. Oui, exactement. Alors, Ivanhoé Cambridge Europe est un fonds qui dépend de la caisse du Québec et qui a pour objectif d'investir sur des actifs immobiliers. Et notre mission était de trouver des actifs qui généraient du rendement pour les retraités québécois. D'accord. Et donc, tout ça, c'est dans l'immobilier, mais ça reste loin de la promotion ou de la construction. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ton parcours, ton parcours entrepreneurial, le fait que tu voulais te lancer dans la construction ou dans la promotion immobilière ? Ouais, ça a vraiment toujours été un but en soi. Ce qui a vraiment créé l'opportunité de le faire si tôt. Entre guillemets, puisque ça va faire une dizaine d'années que je travaille, donc c'est quand même assez tôt pour pouvoir se lancer dans la promotion immobilière. Moi, c'est le crowdfunding, c'est l'opportunité d'avoir des financements plutôt faciles, ou d'une certaine manière qui permettaient à des nouveaux acteurs de pouvoir se financer et d'avoir des fonds propres suffisants pour pouvoir réaliser les premières opérations. Oui, parce qu'on en parlera, mais le nerf de la guerre dans la promotion immobilière, et pour commencer, c'est qu'il faut avoir des fonds. Ouais, il faut avoir des fonds propres. C'est un peu capitalistique. On verra qu'il y a des beaux effets de levier à avoir, mais ça demande quand même des sous au départ. Et si tu n'as pas ces sous, c'est compliqué de se lancer. Donc, ce que tu expliques, c'est qu'aujourd'hui, le marché s'est structuré pour justement faciliter l'apport de fonds
à des opérateurs, à des promoteurs immobiliers. Donc tu peux trouver des sous. Alors, tu as dit facilement, mais c'est pas facilement non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des projets qui sont bien avancés parce que il faut que ce soit sécurisé pour les investisseurs. Effectivement, c'est plus accessible. Voilà. Parce que le crowdfunding a toujours existé sous un autre nom. C'était ce qu'on appelait des tours de table. Alors, c'est des investisseurs plus ou moins fortunés qui participaient au tour de table pour investir dans les fonds propres des promoteurs classiques, puisque même tous les promoteurs, même toujours aujourd'hui, se financent avec des investisseurs. Là, c'est qu'on avait la possibilité de pouvoir trouver pour des petits montants. Donc, c'était à l'époque jusqu'à 1 million. Maintenant, c'est monté à 2 millions et demi, 5 millions. 8 millions, wow. Okay. Donc, ça prend de plus en plus d'ampleur. Initialement, c'est vrai que c'était sur des petits montants et ça semblait du coup plus accessible. Là où un investisseur initial se serait plutôt concentré sur des acteurs qu'il connaissait déjà. Ce que tu évoques, c'est vrai, hein, c'est que les promoteurs immobiliers ont toujours organisé des tours de table. Le crowdfunding, c'est ni plus ni moins qu'une technologie et un agrément qui permet de distribuer beaucoup plus facilement le produit d'investissement sur une plateforme en ligne. Donc là où un promoteur pouvait faire un tour de table et il allait chercher une minorité d'investisseurs, quelques investisseurs fortunés qu'on dit investisseurs qualifiés avec des gens qui peuvent investir 100 000, 200 000, 300 000 euros pour lancer un projet. Là, avec une plateforme et un agrément, on peut descendre le ticket d'entrée à 100 euros et donc réunir 2 000, 3 000 investisseurs sur un projet. Ça pose plus de problème. Et on imaginait bien que le promoteur, si on lui propose de réunir 3000 personnes dans son véhicule d'investissement, ça va lui demander un autre boulot. Donc c'était pas possible. Voilà, c'était pas possible. L'intermédiation de ce mode de financement a vraiment changé la donne pour les promoteurs. Donc la barrière du financement était levée. Donc avec les plateformes de crowdfunding, tu t'es dit bon, je vais pouvoir trouver des investisseurs. Maintenant, voilà, tu as lancé Simprom. Ouais. Du coup, donc présente-nous Simprom en quelques mots. Simprom, c'est une société de promotion immobilière. On a 2 spécialités. On travaille sur la mini-copropriété et sur l'Île-de-France. La mini-copropriété pour Simprom, ce sont des opérations qui sont entre 5 et 30 logements. Et l'Île-de-France, c'est parce que c'est pour des raisons locales. C'est un métier, on y reviendra tout à l'heure, qui est local. Il faut être près des mairies, il faut être près des acteurs locaux pour pouvoir bien gérer ces opérations. Donc la double niche qui est la mini-copropriété, donc le produit et le secteur, on fait que Simprom c'est référencé comme un acteur de la mini-copropriété en Île-de-France. Ça veut dire quelque chose, Simprom ? C'est start-up en immobilier et en promotion. D'accord, génial. Ok, ouais. Voilà, tout est clair. Moi, j'avais la carte SIM en tête, mais c'était un peu... Ouais, non, ou sinon c'est un peu SimCity. Voilà, c'est les petits projets qui viennent se développer. Donc, on s'est spécialisé, nous, dans la mini-copropriété. On vient de l'évoquer par rapport au crowdfunding. C'était le premier axe de développement de ce produit-là. C'était... l'accessibilité, le financement qui pouvait passer par le crowdfunding. Donc moi j'ai plutôt cherché les projets que je pouvais faire financer en crowdfunding et ça correspondait à des projets de petite taille. Et donc je suis parti de là et en réalité avec depuis le temps qu'on travaille dessus, aujourd'hui Simprom on a 21 projets qui sont en cours, c'est un peu plus de 350 logements à différentes phases de maturité, mais dans la globalité c'est ça. C'est vraiment devenu notre produit qu'on adore travailler. C'est un produit qui est vachement intéressant parce qu'on a peu d'acquéreurs. On a en moyenne une quinzaine d'acquéreurs par opération. Ça nous permet d'avoir une vraie proximité avec nos acquéreurs. Et aujourd'hui, je trouve réellement que le logement et le neuf doit proposer des choses différentes, des choses innovantes et être près de nos clients. Et c'est vraiment une opportunité pour nous de pouvoir proposer des produits, donc des mini-copropriétés qui soient différentes de ce qu'on trouve sur les gros projets de promotion. Nous, on a vraiment une relation de proximité avec nos acquéreurs et un suivi de la signature du contrat de réservation jusqu'à la livraison et voir le suivi. Donc tu parles de 21 projets en cours. Il y a des projets qui sont terminés. Ça fait combien de temps que la société est créée 4 ans. 4 ans, ok. Donc 4 ans, tu crées la société. Tu avais déjà du foncier, tu avais déjà des projets dans les cartons. Comment tu amorces une création de société de promotion ? Oui, avant de lancer la société, j'ai sécurisé 3 promesses de vente sur des fonciers à Champigny, Montreuil et un Chatou. Bon, celui-là a échoué, mais c'était 3 projets initiaux. On reparlera des projets qui échouent.
Et voilà, donc j'ai signé ces promesses-là et c'est comme ça que j'ai lancé donc la là, société. tu t'es lancé, tu t'es dit, bon, je veux me lancer là-dedans, il va falloir que je trouve du foncier, que je le sécurise. J'ai encore rien de prêt, finalement. Mais il faut quand même que je commence par quelque chose. Et le nerf de la guerre sur la promotion, ça va être le foncier. Donc, tu as trouvé du foncier. Et ensuite... J'avais quand même des choses de prêtes, Oui. puisque j'avais quand même validé que le financement était possible en crowdfunding et qu'un jeune promoteur pouvait être finançable en crowdfunding. J'avais validé les financements. Et j'avais validé aussi le fait que travailler sur un produit mini copropriété avec donc du coup, peu de logements allait pouvoir se commercialiser plus facilement et donc j'allais pouvoir atteindre les conditions requises pour pouvoir acheter le terrain plus facilement. Quand je dis plus facilement, c'est juste plus rapidement avec simplement 4 ou 5 appartements vendus, on obtient notre GFA, on déclenche les conditions suspensives du financement, donc on peut aller assez vite. Oui, donc l'intérêt de commencer sur un petit projet, c'est que tu n'as pas trop de lots à commercialiser. Exactement. Et que tu peux, avec un petit peu de travail, tu peux atteindre 50% de vente en VFA. Et donc ça, c'est la clé pour tout le reste du projet, en fait. Oui, et puis au-delà d'être la clé pour tout le reste du projet, c'est aussi une force de pouvoir travailler très en amont sur les projets et de pouvoir lancer les commercialisations vite, puisque nous, on le fait dès qu'on lance les promesses, on commence déjà à travailler sur la vente des produits. Donc ça, c'est un petit peu en amont que la plupart des promoteurs, mais ça nous permet de réajuster notre projet, que ce soit en termes architectural, que ce soit en termes d'espace extérieur, que ce soit sur l'aménagement des appartements et la typologie des appartements. C'est clairement un atout de pouvoir avoir peu de lots finalement, parce qu'on peut travailler le produit dans sa globalité pour pouvoir proposer un produit qui satisfasse complètement nos acquéreurs. Est-ce que en tant qu'acquéreur, c'est pas plus facile de se projeter sur une petite copropriété en se disant bon, on va être 10-15, on pourra s'entendre peut-être un peu plus facilement que si on dit 80, où là les responsabilités sont diluées, ça devient un peu un mammouth la copropriété. Donc finalement, les gens ils préfèrent pas ça. C'est super, les gens adorent la copropriété à taille humaine. Il y a une proximité qui se crée. En plus, alors on fait pas du co-living, mais ça pourrait limite s'y prêter. Lorsque l'on réalise une mini copropriété telle qu'on les propose, nous on apporte deux axes de travail importants sur nos mini copropriétés. Le premier axe, c'est l'innovation qu'on apporte à nos biens, et le deuxième axe, c'est les espaces partagés, les espaces qui sont plus responsables, etc. Donc, à partir du moment où on travaille sur un produit qui est innovant, avec une adaptation sur la mobilité, sur le télétravail, etc., qu'on apporte un habitat qui est plus durable, qui peut être connecté, qui est responsable, à ce moment-là, on touche clairement une population différente, on touche des gens qui ont envie d'acquérir un bien dans lequel ils vont vivre et qui achètent un véritable lieu de vie, un lieu de travail, là où ils vont être avec leur famille et sur lequel il y aura des espaces qui leur correspondra. Donc oui, c'est plus facile de se projeter dans une copropriété à taille humaine parce qu'elle est clairement adaptée au mode de vie actuel. Et alors, donc, tu as verrouillé ces premiers fonciers. Une fois que tu les as verrouillés, il fallait avancer sur les projets. Donc, il fallait les commercialiser. Ensuite, il fallait les financer. Et ensuite, il fallait les construire. Donc, ces projets, ils sont terminés. Il fallait d'abord obtenir le permis de construire. Ouais. La première chose. On reviendra sur le déroulé d'un projet de promotion, effectivement, un petit peu après. Mais voilà, dans ton parcours entrepreneurial, tu as réussi à sécuriser des terrains. Tu as réussi à sécuriser des commercialisations, obtenir des permis, avoir des purges de permis et pouvoir commencer la construction. Et donc, ces projets, ils sont terminés aujourd'hui. Il y en a un seul qui est livré de ces projets-là, et il y en a un qui est livré à fin du mois de janvier. D'accord. Et ça aura duré combien de temps ? 4 ans. 4 ans, ouais. Donc c'est voilà, un des projets qui a duré assez longtemps. Et le premier projet a un timing assez classique de 3 ans. D'accord. Donc si on résume, donc Simprom, c'est une société qui est jeune dans la promotion immobilière, que tu as lancée donc il y a 4 ans, qui a 21 projets en cours, dont le premier a été livré, et là, bon, après les autres projets vont arriver en livraison. Oui, il y a 3 autres livraisons au premier trimestre, ouais. Donc ça commence à sortir. Il y en aura eu 2 autres dans le dernier trimestre 2021. D'accord. Donc, après, du coup, tu t'es pas mal développé, et alors vous êtes combien ? On est 6. D'accord, donc il y a quand même un petit peu de matière grise là-dedans. Hein. Ouais. Vous faites quoi en fait ? Qui fait quoi dans la boîte ? Alors, c'est réparti comme dans un projet le parcours d'un projet de promotion. J'ai un responsable de développement, une personne qui est chargée de la conception, une personne qui est chargée du
montage et du suivi des travaux. Et j'ai un secrétaire général qui m'accompagne sur tous les financements, l'assurance, la structuration des opérations, le montage des sociétés, etc. Toi, tu voulais faire de l'immobilier très tôt ou t'es un peu arrivé... Ça a toujours été le domaine dans lequel je voulais travailler. La promotion immobilière a vraiment été pour moi l'objectif final. D'accord. C'est vraiment le métier que me vois faire toute ma vie. Ouais, super. C'est intéressant parce qu'il y a plein de façons d'arriver dans l'immobilier. Je croise beaucoup de gens qui sont arrivés un peu par hasard. Ils faisaient un peu autre chose. Alors, ou ils étaient dans le domaine de la construction, ou dans le domaine de la finance, ou des domaines qui n'ont rien à voir. Et après, ils sont arrivés dans l'immobilier et ils y ont pris goût, quoi. Et ils ont trouvé ça chouette. Et je constate qu'il y a plus en plus de gens qui ont très tôt la volonté de travailler dans l'immobilier. Après, on a des filières académiques qui se développent. Ouais, On a des cursus dans les grandes écoles avec des spécialisations dans l'immobilier. On a des cursus très tôt dans l'immobilier. On voit de plus en plus de filiales parce que je crois qu'il y a une appétence de plus en plus forte des gens qui savent très tôt qui veulent travailler dans l'immobilier. Alors, c'est vrai que l'immobilier, c'est large, parce que on parle... l'immobilier, dans la tête des gens, c'est beaucoup l'agence immobilière. T'as beaucoup ce côté intermédiation, mais en fait, les métiers de l'immobilier sont bien plus vastes. C'est aussi l'idée de ce podcast, c'est de parler un petit peu de tout le monde et de rentrer dans le dur de ce que sont les métiers. Mais ouais, je constate qu'il y a de plus en plus de gens, et je trouve ça génial, qui arrivent très tôt avec cette volonté d'aller dans une partie spécifique de l'immobilier. Donc, pour revenir sur la promotion immobilière, moi, quand je présente la promotion immobilière, je la présente sous une forme de chaîne de valeur qui commence par le foncier. Donc, à partir du foncier, on va dérouler un projet, on va sécuriser ce foncier de façon à pouvoir livrer un terrain. Donc, sécuriser le foncier. Il faut trouver du foncier. Comment on trouve du foncier quand on est promoteur? Comment on cherche du foncier? Est-ce qu'on tape aux portes? Est-ce qu'on a des intermédiaires? Est-ce que le foncier ne tombe pas tout seul en général? Tout cumulé, exactement. Tu as parfaitement raison. La promotion immobilière, elle se décompose pour nous chez Simprom en 5 grosses phases. La première phase, c'est le foncier, avec, comme tu dis, la recherche, l'analyse, la création de valeur, le montage de l'opération, qui consiste à déposer le permis de construire, par exemple. Donc en fait, tu pars d'un foncier et après, il faut déterminer une faisabilité. Donc là, à partir d'un foncier donné, il faut analyser le plan local d'urbanisme. Ouais. Voilà, donc il faut savoir combien de mètres carrés tu peux construire dessus et comment ça va se valoriser en fait. Ouais, exactement. Oui, alors si on s'arrête effectivement sur la première phase qui est la phase foncière, il y a plusieurs formes d'apport d'affaires. Il y a plusieurs formes de sourcing de dossiers. Comme tu le dis, on peut aller frapper aux portes. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle la recherche systématique, mais je pense que ça s'appelle comme ça chez tous les promoteurs. C'est analyser le PLU, analyser les différentes zones de la ville, et on recherche les terrains mutables, les terrains sur lesquels on peut créer de la valeur, sur les terrains sur lesquels on peut apporter une opération nouvelle. Donc ça, c'est une première méthodologie de recherche. Et là, oui, c'est envoi de courrier, c'est aller frapper aux portes, aller rencontrer les propriétaires et essayer de rendre un terrain ou de rendre un propriétaire qui n'est pas vendeur, le rendre vendeur pour lui acheter son terrain. Alors, c'est vrai que là, tu es en zone dense, tu es en Île-de-France, donc il n'y a pas de terrain vierge. Si, il y en a quelques-uns. Il y en a encore quelques-uns. Ouais, c'est fou cette matière première qu'on découvre tous les jours. Il n'y en a pas beaucoup. Après, principalement, les terrains qu'on achète, c'est des anciens garages, l'endroit où il y avait des commerces, sur un terrain assez vaste avec un parking à l'avant, et puis c'est surtout des pavillons avec des gros terrains. Il y a aussi l'augmentation des prix des pavillons qui a son importance. C'est difficile souvent dans certaines villes où la valeur de l'existant a tellement grimpé de pouvoir revendre à sa juste valeur un terrain, alors qu'en parallèle on a une telle densité possible sur le foncier de ne pas succomber à la tentation de vendre à un promoteur, parce que la valorisation promotion est plus importante que vendre à un particulier. Oui, c'est ça. Généralement, tu calcules le nombre de mètres carrés que tu vas pouvoir construire sur la parcelle. Ça, c'est effectivement l'analyse du PLU. Bon, il n'y a pas que le PLU, il y a plein d'autres réglementations. Ça peut être dans une ZAC, ça peut être, après, il y a les normes de PPRI. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire varier la valorisation du terrain, et qui ne dépend, le foncier, c'est une résultante, c'est le résultant d'un bilan avec la constructibilité qui est possible sur ce terrain, et oui, ça se décompose. C'est le fameux bilan promoteur, c'est-à-dire que tu sais combien tu peux construire,
tu sais combien ça va coûter, donc tu te calcules à sais l'envers combien en fait. Tu peux théoriquement construire, Voilà. parce que légalement, tu as le droit de pouvoir construire à travers le PLU. Et donc après, tu remontes jusqu'à ton poste foncier pour dire, bah voilà, mon projet, je sais combien je dois dépenser pour construire, je sais combien je vais pouvoir le vendre parce que c'est tant de mètres carrés à un prix de marché. Oui, alors après, il y a vraiment une analyse à faire sur... Mais en fait, tu itères, en fait. Tu fais un premier bilan, puis après tu l'ajustes. Non, tu sors ton chiffre d'affaires possible. Enfin, Une fois que tu as sorti la densité possible et la constructibilité de ton projet, tu as du coup une surface de plancher et une surface habitable commercialisable que tu mets en parallèle avec un prix de commercialisation sur le marché, après des études de marché, des études de type par typologie, etc. Et tu en découles, en fonction de tes coûts de travaux, en fonction des taxes, en fonction des coûts de tes assurances, de tes financements. Tu en découles le résultat, c'est le foncier. Et donc après, il peut y avoir une itération sur le fait que tu as une idée de combien tu veux construire et tu dois... après, tu dois te rapprocher du propriétaire pour essayer de voir avec lui comment tu peux sécuriser un peu ce foncier sur la base d'une estimation. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, par rapport à ce que tu penses pouvoir construire et ce que tu vas construire après les échanges avec l'urbanisme, il peut y avoir un delta. Voilà. Et ce delta, généralement, il n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire que tu fais ta constructibilité au maximum et tu peux te heurter à un refus de l'urbanisme qui va dire en fait, on ne souhaite pas trop densifier cette zone. Oui, c'est toute la difficulté de la relation qu'on doit tenir avec les propriétaires, puisqu'il faut absolument être transparent dès le départ avec les propriétaires fonciers avec qui on travaille sur la méthodologie de la valorisation de leur terrain. Effectivement, on va toujours chercher la constructibilité maximum. Et après, la mairie peut avoir une volonté différente, soit à travers la modification d'un PLU, soit à travers d'autres projets qui se sont construits et qui ne rentrent pas parfaitement dans la volonté des administrés. Donc on peut être confronté à des demandes de modification qui sont hors PLU et qui peuvent venir réduire la densité du projet. Ça peut dégrader un petit peu le chiffre d'affaires parce que tu fais moins de mètres carrés et tu remontes jusqu'au foncier où le foncier sera moins bien valorisé. Oui, comme j'ai dit, le foncier est un résultat et c'est pas une hypothèse. C'est ça. Donc après, là c'est un peu tout le talent du promoteur qui doit à la fois s'approcher du foncier, comprendre la faisabilité, commencer à rentrer en contact avec l'urbanisme pour définir un premier projet, voir sa faisabilité, avoir une sorte de premier accord, même s'il est tacite ou s'il est formel, je sais pas. Non, c'est indispensable. C'est vraiment comme ça qu'on travaille. On va jamais signer une promesse de vente sans avoir confronté le projet à la mairie. C'est important de ne pas perdre de temps pour nous aussi. Enfin, on va pas aller s'engager sur une promesse de vente en faisant travailler un ensemble de parties qui sont déjà importantes dès la signature de la promesse, alors que la mairie n'aura pas prévalidé la constructibilité prévu à notre projet. Et alors, l'architecte, à quel moment il rentre en jeu ? Là, c'est au moment de la faisabilité ? Ça peut être au moment de la faisabilité ? Alors chez nous, l'architecte, il rentre en considération à partir du moment où on a une promesse de vente signée et un accord de la mairie sur un projet. On réalise en interne nos faisabilités, on a une chargée de conception qui s'occupe de ça et on présente à la mairie dès le départ un projet de gabarit sans forcément travailler sur l'architecture du projet, mais au moins on valide la densité du projet. Ok, et après l'architecte vient dessiner en fait le projet. Exactement. Okay. Après l'architecte crée, lui, imagine, vient trouver une bonne solution d'insertion de notre projet dans son environnement, sachant qu'aujourd'hui les règles d'urbanisme et les règles de constructibilité sont quand même très strictes. Le projet il est souvent déjà bien défini. C'est bien encadré. Ouais, exactement. Surtout sur des petites parcelles sur lesquelles on travaille, on n'a pas beaucoup de choix en fait. C'est des retraits, c'est des alignements, c'est des hauteurs, c'est des retraits en attique. Donc c'est défini très rapidement. Le travail de l'architecte, c'est vraiment de trouver une architecture qui soit cohérente avec la volonté de la ville et cohérente par rapport à la rue dans laquelle on va construire. Et deux, travailler sur un projet intérieur qui corresponde à ce que nous on aura défini en programmation pour que ce soit commercialisable. D'accord, donc là tu trouves du foncier, tu fais ta faisabilité, tu essaies de comprendre comment tu vas pouvoir faire une proposition au propriétaire qui soit
à pas grand-chose près le prix que tu vas pouvoir lui offrir. Ensuite, l'architecte rentre en jeu pour dessiner le plan. Normalement, il n'y a pas de retour en arrière. Normalement, on signe une promesse, on s'engage sur le prix. Oui. Normalement, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Parce que tu as travaillé en amont avec l'urbanisme et que ça a été validé et que normalement, il n'y a pas de surprise. Et à partir de ce moment, l'architecte va dessiner les plans et il va y avoir un dépôt de permis. Voilà. Le dépôt de permis, ensuite, il va être instruit par l'urbanisme. Oui, y a toujours des échanges avec la mairie pendant cette période-là, puisque une fois que le permis est déposé, il peut être malgré tout retravaillé, remodifié pour être amélioré en fonction des différents services qui sont consultés. Voilà. Et donc, il y a une phase d'instruction de 3 mois. Ça dépend. Oui, ça dépend s'il y a les architectes des bâtiments de France, ça dépend s'il y a du commerce au rez-de-chaussée, donc ça peut être 3, 4 mois, 5 mois. Et en tout cas, il y a une date d'instruction qui commence quand le dossier est complet. Alors en fait, l'instruction commence à partir du moment où le dossier est déposé. D'accord. Et effectivement, la mairie a un délai de 1 mois pour demander des pièces complémentaires. Et c'est à partir du moment où les pièces complémentaires sont à nouveau déposées que le délai redémarre. Ouais. Globalement, les gens de l'urbanisme, c'est des gens qui comprennent, c'est des gens avec qui les discussions sont plutôt fluides, faciles, ou c'est des gens qui cherchent à défendre quelque chose, une esthétique, une architecture. Bien sûr. Non, les gens de l'urbanisme sont des gens super, très intelligents, ils comprennent très bien leur architecture, ils connaissent très bien leur ville. C'est très important de travailler avec eux sur le projet en amont. C'est eux qui vont défendre le projet une fois que le permis sera accordé en cas de recours. Et c'est important de prendre toutes leurs considérations sur le projet qui est défini. Quelque part, eux, c'est un peu les garants de l'harmonie esthétique, du développement de la ville et de la cohérence à la fois architecturale et de ce que tu vas construire par rapport aux besoins de la ville. Oui, la mairie est une partie prenante complète au projet de promotion. Puisque quand tu vas, alors on n'est pas dans la mini-promotion, mais si tu fais un projet de 80 ou de 100 lots, ça veut dire que ça va apporter 100 foyers supplémentaires à cette zone de la ville. Donc il peut y avoir des enjeux périphériques qui sont les écoles, l'accessibilité, tout ça, les crèches, les commerces. Alors même pour des petits projets comme ceux que Simprom réalise, on travaille avec le responsable économique de la ville, on travaille avec les différents pôles de la ville pour répondre à ces problématiques, oui. Mais voilà, leur rôle, c'est à la fois de maîtriser le développement de la ville, mais aussi d'avoir une cohérence dans son développement. Donc c'est pas juste une lecture de la façade, du nombre de mètres carrés. Non, absolument. Et ils peuvent imposer un mixte où il peut y avoir une demande sur il nous faut des T4, des T2, des T3. Oui, alors souvent c'est défini à travers des chartes de promotion ou des chartes de promoteurs immobiliers. Il y en a dans beaucoup de villes qui veulent soit maîtriser l'accession des appartements par des familles ou justement éviter qu'il y ait trop de familles. Donc, mais souvent, ce que l'on retrouve en Île-de-France, alors je parle de l'Île-de-France parce que c'est le secteur que je maîtrise, mais souvent on va être sur du 30% de studios et de pièces et 70% de T3 ou 3 pièces et plus. Plus familiaux. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est plutôt la recherche de grandes surfaces. Et ce qui a du sens aujourd'hui, dans tous les cas, on va essayer de maximiser les surfaces dans chacun des appartements et offrir des plus grands espaces. Oui. Donc voilà, tu as verrouillé ton foncier, tu as fait une faisabilité, tu as déposé un permis de construire et si tout se passe bien, le permis est instruit et le permis est accordé. À partir de là, tu as la purge du recours des tiers. Exactement. Donc là, le risque à ce stade-là, c'est quelqu'un qui habite à côté, qui constate que le projet lui fait de l'ombre, ou il a une nouvelle construction qui peut lui plaire ou lui déplaire, et il va chercher un moyen de ou modifier la construction ou d'empêcher la construction. C'est exactement le principe du recours, hein, c'est que l'ensemble des voisins valident le projet. Donc, qui dépose un recours, c'est normalement des voisins, c'est des personnes qui doivent avoir un intérêt à agir. Ça peut être des associations, mais généralement, c'est des voisins qui sont à proximité du projet, qui vont avoir soit un impact sur leur lumière, ou soit une modification de leur mode de vie actuel. D'accord. Donc, on a beaucoup parlé des recours ces dernières années. Il y a beaucoup de recours abusifs. Oui, j'en ai un d'ailleurs aussi, du même que tous les promoteurs qui l'ont subi en Île-de-France, j'en ai un. Donc, en gros, un recours abusif, c'est quelqu'un qui va essayer qui va attaquer le permis dans l'idée de récupérer une somme d'argent en échange de quoi il va annuler son recours ou essayer d'empêcher la construction parce que ça lui plaît pas. Oui, alors là,
la problématique du recours, c'est le délai que ça déclenche. Lorsqu'il y a un recours qui est déposé, la mairie a un temps pour répondre. Donc, à partir du moment où le permis est obtenu, les requérants possibles ont 2 mois pour déposer un recours. À partir du moment où le recours est déposé, la mairie a un délai de 3 mois pour pouvoir rejeter le recours ou alors retirer le permis de construire. Et à l'issue de ce délai-là, cette même personne a la possibilité à nouveau de saisir le tribunal pour faire un recours contentieux qui peut à nouveau déclencher des délais très longs si c'est instruit. Donc on parle tout de suite d'au minimum 12 mois supplémentaires dans le projet. Ça, c'est 12 mois qui sont généralement pas prévus lorsque l'on sécurise un foncier et lorsqu'on s'engage avec des propriétaires sur un délai. Nous aussi, c'est dans notre intérêt d'aller le plus vite possible et de faire accélérer le cycle. Mais à partir du moment où un recours est déposé, ça déclenche soit un délai de 6 mois si c'est un recours global, si c'est un recours gracieux, voire 1 an si derrière, s'il y a un recours contentieux. Donc, l'intérêt du promoteur, c'est de raccourcir ces délais. De toute manière, c'est toujours notre objectif, c'est d'aller vite. Alors, oui, il est possible que ce soit pour demander une indemnité. Ça, c'est dans le cas d'un recours abusif. Souvent, les recours qui sont déposés sont des recours justifié, c'est la plupart des gens j'allais venir sur le fait qu'il y a des bons et des mauvais recours. Oui, c'est ça. Ouais. Alors c'est pas tout le temps et heureusement, moi je vous ai dit j'en ai que 1 sur 21 projets de recours abusifs. Sinon ce sont des demandes qui sont fondées. Ça peut être la modification d'une couleur de façade, ça peut être la suppression d'un balcon qui malgré qu'on aurait bloqué avec un pare-vue la visibilité soit dérangeant pour les personnes. Donc c'est souvent des recours qui sont entendables et souvent on modifie le projet pour répondre positivement à leurs demandes et faire en sorte que le projet soit convienne à tout le monde. Ouais. Exactement. Donc je dirais qu'il y a un cas rare de recours où le permis aurait pu être obtenu en contradiction avec le PLU, où il y aurait une erreur peut-être qui aurait été faite lors de l'instruction, que quelqu'un pourrait détecter en analysant le dossier en disant en fait ce permis n'aurait pas dû être obtenu parce qu'il ne correspond pas au PLU et voilà, ça pourrait être un recours possible, mais ça doit être statistiquement assez faible puisque normalement tout le monde fait bien son boulot. Alors après les PLU c'est interprétable. Sont sujets à interprétation et on peut de temps en temps effectivement interpréter de manière différente une règle du PLU. Donc là ça ouvre une discussion. Exactement, là ça ouvre une discussion et si la mairie a accepté le projet, non, je pars pas du postulat que la mairie fait des erreurs et ça serait aussi une erreur de notre part dès le départ, mais non, justement la mairie est plutôt là pour corriger ou faire en sorte que lorsque le permis est délivré, il n'y a pas d'erreur dedans. Donc tu as déposé ton permis, tu l'as obtenu, tu as passé l'épreuve des recours, donc là le permis est purgé de tout recours et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une phase que nous on commence plus tôt, qui est la phase de préparation à la commercialisation. D'accord. Donc ça on en a parlé, nous on la travaille dès le dépôt du permis de construire et dès la préparation du dossier de permis de construire. Donc la commercialisation, ça va être de vendre les appartements qui ne sont pas encore construits. Exactement, c'est ce qu'on appelle la VFA, c'est la vente en état futur d'achèvement. On fait de la vente sur plan. Alors aujourd'hui, ça se digitalise beaucoup plus. C'est plus que de la vente sur papier. On peut y faire des visites virtuelles, on fait des plans 3D. On peut personnaliser son appartement en choisissant ses matériaux. On peut modifier ses pièces, agrandir, étendre, changer la salle de bain en salle d'eau, etc. C'est-à-dire qu'avant, la commercialisation, c'était l'Algeco sur le terrain, la maquette et des plaquettes avec des images, des perspectives d'architecte de à quoi ça devait ressembler, quoi. Ouais, je pense que c'était comme ça. Alors moi, j'ai connu tout le temps depuis 4 ans, il y a beaucoup de modifications avec le Covid dans la manière des promoteurs de commercialiser, mais moi j'ai toujours connu et toujours proposé des appartements qui soient modifiables, qui soient aménageables, qui soient personnalisables, avec des outils, avec des vidéos, avec des maquettes, avec des plans 3D. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens technologiques qui permettent de se balader finalement dans le projet, de se rendre un peu mieux compte de à quoi ça va ressembler, de l'agencement des pièces, circuler dans les pièces, j'imagine. Exactement. Tu as beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent d'être un peu moins dans le flou de ce que tu achètes. On sait vraiment ce qu'on achète. Ouais. Et après, tu as peut-être un degré de finition que tu peux proposer sur je veux une salle de bain en marbre, je veux une cuisine en bois. Donc ça, c'est des choses que tu peux adapter
à ce moment-là de Exactement. la commercialisation. Exactement. D'accord. Et donc, tu commercialises. Alors, la phase de commercialisation, tu la commences en amont, c'est ça? Donc, le permis est déposé. Toi, tu vas commencer à voir... communiquer sur le projet. Alors, on ne communique pas forcément sur l'adresse exacte du projet de manière libre sur Internet, mais on communique sur un projet dans une ville, dans un certain quartier. Mais à partir du moment où le permis est purgé de tout recours, là, la commercialisation est complètement libre. La commercialisation, ça se fait comment? C'est intermédiaire? Tu passes par des agences? Tu fais tout en direct? Comment tu trouves les acquéreurs? Oui, chez nous, on utilise des prestataires pour faire la commercialisation, qui est en lien avec une personne chez nous qui s'occupe de toute la relation commerciale. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tu dis que tu rayonnes en Ile-de-France parce que c'est une question d'emplacement, l'immobilier est toujours la même chose, donc tu as un avantage quand, tu peux te rendre sur place et que deux, tu connais un peu l'environnement, mais vendre des appartements sur plan, c'est un métier local aussi. Donc j'imagine que tu as des relais qui sont les agences immobilières locales, qui peuvent être aussi les petites annonces. C'est pas souvent les agences immobilières locales. Ah, d'accord. Ça peut l'être s'il y a la compétence de vendre derrière le neuf, parce que malgré tout, vendre du neuf, c'est compliqué parce qu'il faut expliquer aux acquéreurs ce qu'est la promotion immobilière et ce qu'est un promoteur et leur définir exactement ce qu'ils achètent. Alors, c'est-à-dire leur expliquer ce que c'est qu'une garantie financière d'achèvement, ce que c'est qu'un échéancier de paiement, quelles sont les assurances que le bien va avoir et quelles sont les assurances que le projet va aller jusqu'au bout. Oui, parce que la crainte, c'est que tu achètes quelque chose qui n'est pas du tout construit encore, sur lequel tu peux avoir une question sur quand est-ce que ça va être complètement finalisé. Et donc se projeter sur un projet qui va être à X mois, effectivement, faut être capable de le faire, il faut être capable de comprendre si le promoteur va aller jusqu'au bout. J'imagine que c'est les questions que peuvent se poser les acquéreurs en se disant, bon, ce promoteur, il y en a plein, celui-ci, je ne le connais pas particulièrement, peut-être en quoi je peux me rassurer sur le fait que le projet va se terminer et que j'aurai bien mon appart à la fin. Oui, exactement. Ça, naturellement. C'est tout ça que le commercialisateur doit être capable d'expliquer, et donc il faut une certaine connaissance pour le faire. Alors après, ça s'apprend, et beaucoup d'agences arrivent à le faire, et on travaille beaucoup, nous, en partenariat avec des agences locales sur la diffusion et le travail en commandat avec des agences spécialisées dans le neuf et des agences locales. Ça marche très bien puisque ça fait un relais et un point de vente, puisque c'est aussi une autre particularité de nos projets, c'est que les projets sont tellement petits qu'on ne fait pas de bulle de vente, donc il n'y a pas de vendeur local qui est assis à l'intérieur d'une bulle de vente et attend que les gens passent. Exactement. Donc nous, c'est sur rendez-vous, ou alors on va se déplacer dans une agence locale avec qui on aura un partenariat. D'accord. Donc tu as tout un matériel de vente qui est la perspective, le fait que tu peux... des outils de communication. Des outils de communication, tu peux visiter l'appartement de façon virtuelle, tu peux quand même avoir une bonne vision de ce à quoi ça va ressembler avant d'acheter. Et donc, c'est clairement notre objectif, en tout cas, de donner le maximum d'informations à nos acquéreurs pour qu'ils puissent se projeter réellement dans ce qu'ils vont acheter. Et donc tu commences la commercialisation, tu as le seuil de 50% de commercialisation à atteindre. Alors, 50%, c'est pas tout le temps. Non, ça peut être moins. Ça dépend des accords qu'on a avec les banques avec qui on travaille. Généralement, ça va être plutôt 30%, 30-40%. D'accord. À partir de 30-40%, tu peux considérer que ton projet est bien avancé, suffisamment viable, et que tu vas pouvoir avancer sur les étapes d'après. C'est du chiffre d'affaires, hein. C'est pas le nombre d'appartements. Oui, mais bien sûr. Ouais. Et oui, tu peux considérer qu'à partir du moment où tu as commercialisé ce nombre d'appartements, sur une période généralement du coup de 6 mois, 7 mois, voire un peu plus si le temps a été plus long, mais en se disant qu'on... Sur ce délai-là, on a réussi à commercialiser 40%. Les 60% restants vont réussir à se commercialiser pendant la durée de construction. Sachant qu'il est toujours plus facile de vendre quand même des appartements lorsque le bien est déjà en construction. Quand ça commence à sortir de terre. Exactement, parce qu'on a des délais qui sont un tout petit peu plus figés dans le temps, et on a déjà une date de démarrage figée. Il y a le côté concret, on commence à voir les choses. Oui, dans l'esprit des acquéreurs, c'est beaucoup plus concret de voir un chantier en cours de construction que de voir encore une maison ou un garage à un endroit où il va y avoir leur futur appartement. Donc avantage inconvénient, quand tu arrives tôt dans le process, tu peux choisir l'appartement que tu veux. Exactement. À des prix peut-être parfois plus intéressants. Voilà. Quand tu arrives plus tard, mais tu es un peu rassuré parce que tu vois le projet sortir de terre, il y a forcément des lots qui sont déjà vendus et il reste pas forcément celui dont tu pouvais rêver au départ. Oui, d'autant plus dans nos projets, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment la possibilité, nous, très en amont, de configurer nos projets. Donc c'est vrai que les espaces disponibles pour pouvoir réaménager ou étendre les appartements ou
faire ses propres aménagements ne sont plus possibles. Puis après, il y a aussi toute la partie structure du projet. Une fois que la construction est lancée, le projet est complètement arrêté. Donc c'est vrai que c'est très difficile de réaménager les espaces dans leur globalité. Mais par contre, on peut toujours continuer à choisir là où on met des cloisons séparatives, les matériaux, le parquet, le carrelage, la cuisine, etc. Donc tu as sécurisé une partie de ton chiffre d'affaires. Ça veut dire que les étapes d'après, ça va être l'organisation du financement pour pouvoir acquérir le terrain et commencer la construction. Oui, mais on fait en parallèle. D'accord, tu fais tout en parallèle. Oui, tout en parallèle. Oui, non, c'est clair. À partir du moment où le permis de construire est obtenu, on lance tout est lancé. Ouais. Les assurances, le financement, la commercialisation. D'accord. Parce qu'à quel moment tu achètes le terrain finalement? Alors, lorsque le permis de construire est purgé, alors de tout recours, du droit de retrait, lorsqu'on a validé que techniquement le permis de construire peut être réalisable, donc qu'il n'y a pas de problématique de sol, de pollution, qu'il n'y a pas d'archéologie, etc. Et effectivement, à partir du moment où on a le financement, et le financement est aussi un peu lié à la commercialisation, puisque c'est un peu les vases communicants. Hein. La vente des appartements est aussi une substitution, d'une certaine manière, des fonds nécessaires à la réalisation du projet. Oui, on s'en parlera de la VFA. Donc en gros, le fait d'avoir sécuriser une partie de ton chiffre d'affaires, ça va permettre d'obtenir du financement, notamment bancaire, qui considère qu'une partie du projet est validée et commercialisée. Donc le reste, devrait pouvoir se vendre aussi, puisqu'une première partie est partie. Et donc à partir de là, tu vas pouvoir débloquer des lignes de crédit, des financements bancaires qui vont te permettre de faire le financement du foncier. Et lancer les travaux. Le financement bancaire, il vient, donc, on l'a dit, en contrepartie d'une commercialisation, c'est-à-dire que tu dois sécuriser une partie de ton chiffre d'affaires. Tu dois obtenir une GFA. Oui. Donc la GFA, c'est la garantie financière d'achèvement, c'est la garantie que tu dois souscrire toi en tant que promoteur si jamais ta société n'est plus en mesure de financer le projet. C'est pour garantir aux acquéreurs, en tout cas, que leur projet sur lequel ils se sont investis va aller au bout. Évidemment, le permis purgé de tout recours. Et à ce stade, elle va te demander aussi de mettre des fonds propres dans l'opération. Oui. Donc elle veut que tu mettes de l'argent, que tu mouilles le maillot. Des fonds propres que tu as déjà mis par ailleurs, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que toute la phase de recherche foncière, de dépôt de permis, d'études, c'est de l'argent que tu dépenses quand même. Ah oui, c'est de nombreux frais, oui, puisque déposer un permis de construire, faire des études de sol, voilà, faut payer des gens, etc. Non, bien sûr, ce sont des frais importants. Donc il y a du boulot en amont, il y a de l'argent que tu as déjà dépensé. Et là, il y a des équipes qui travaillent aussi. Voilà, donc il faut quand même rémunérer les gens. Donc ça veut dire que tu as déjà dépensé de l'argent, tu as déjà dépensé des fonds propres dans l'opération. Il faut que tu en remettes une partie petite ou importante à ce stade-là pour débloquer aussi les financements bancaires. Oui, exactement. C'est là généralement qu'on parle de crowdfunding, c'est que tu peux trouver un relais avec des investisseurs à ce stade-là, le projet étant pas mal dérisqué. Puisque tu n'as plus de risque administratif, tu as une partie de la commercialisation, la banque te demande de mettre de l'argent. Effectivement, arriver à cette phase, arriver à l'acquisition du foncier, le projet est déjà commercialisé en partie, les études techniques ont déjà été réalisées pour valider que le projet est constructible. Et puis une partie de l'appel d'offres a déjà commencé. On a déjà réalisé le DCE, qui est le dossier de consultation des entreprises, consulté les entreprises, fait des synthèses, valorisé le coût de construction du projet. Et donc en fait, le prix de revient du projet est arrêté. Donc à partir du moment où le terrain s'achète, le risque, c'est plus qu'un risque d'exécution finalement, et un risque sur la commercialisation qui n'a pas été encore faite. C'est ça. Et c'est vrai que ce que tu dis est intéressant, c'est qu'à ce stade, tu n'es pas en train de découvrir comment tu vas construire. C'est-à-dire que tu as déjà fait tes dossiers, consulté des entreprises qui vont faire le gros œuvre, le second œuvre. Oui, on va faire les lots principaux. Oui, ouais. Exactement. Mais en gros, tu sais, tu as verrouillé effectivement ce que tu dis, ton prix de revient. Tu sais un peu plus combien tu vas dépenser pour construire, et tu as déjà identifié des entreprises qui vont t'accompagner là-dedans. Oui. Parce qu'il y a un moment, une fois que tu as le foncier, que tu as la commercialisation, c'est pas à ce stade-là que tu vas te dire, bon, demain on démarre le chantier. Ça demande un petit peu de préparation et ça demande à des entreprises que tu sollicites de s'organiser aussi dans leur agenda. Oui, c'est très difficile de démarrer les travaux de toute manière tout de suite après avoir acheté. Il y a un ensemble de choses à faire, par exemple juste tout ce qui est en lien avec les concessionnaires, c'est-à-dire retirer un compteur, faire fermer le gaz, etc. Ça prend du temps, et les services publics, enfin en tout cas les services concessionnaires ne sont pas forcément assez réactifs pour pouvoir démarrer du jour au lendemain. Mais oui, les risques sont levés, et le projet dans sa globalité est quasiment clôturé. Et donc le projet va se financer avec des investisseurs éventuellement, parce que tu n'as pas forcément, tu as des promoteurs qui peuvent financer en fonds propres, qui n'ont pas besoin d'investisseurs, mais oui,
c'est aussi le cas même avec le crowdfunding. Avec le crowdfunding, on ne fait pas 100% des fonds propres en crowdfunding. On apporte aussi des fonds propres qui sont vraiment des fonds propres. Parce qu'on peut souvent appeler le crowdfunding comme du quasi-equity, donc des quasi-fonds propres. Et puis les frais d'amorçage correspondent, en tout cas dans nos ratios à nous, on est déjà à 10-15% des fonds propres demandés dépensés dans les frais d'amorçage. Donc on a déjà apporté une partie importante. Et le reste du financement de l'opération se fait déjà avec une ligne de crédit bancaire qui permet de tirer un peu d'argent pour payer la construction, et surtout la VFA. Donc la VFA, c'est le mécanisme qui permet aux acquéreurs qui permet aux promoteurs de faire des appels de fonds selon l'avancement du chantier. Donc, exactement. Quand tu as des étapes, c'est réglementé, donc tu peux pas appeler 100% de la valeur de l'appartement qui n'est pas construit. Ça n'a pas de sens, c'est très réglementé dans le logement. Il y a effectivement par exemple les fondations, il faut rappeler 35% je crois, etc. Donc c'est vraiment par palier qui est défini par... Et la logique, elle est super simple, c'est de dire en fait tu vas payer ton appartement en fonction de ce qu'il est construit. Tu deviens propriétaire au fur et à mesure de la construction. Donc toi, en tant que promoteur, ça te permet de générer des appels de fonds, donc d'avoir des fonds de la part des futurs acquéreurs, enfin des acquéreurs, d'ailleurs, qui ne sont pas des futurs acquéreurs, des acquéreurs, ceux qui ont déjà signé, et qui te permet de financer une partie de la construction. Exactement. Donc, parce que le financement bancaire, il finance avec les fonds propres apportés 100% du terrain, et on inclut une poche supplémentaire qui permet de démarrer les fondations et sortir le sous-sol et au moins arriver au rez-de-chaussée. Enfin, en tout cas, dans notre plan de trésorerie, on s'organise comme ça. Ensuite, les premières commercialisations qu'on a effectuées permettent de payer la suite du projet. Donc, comme je dis, par exemple, c'est 50%, soit 35% des appels de fonds qui sont faits lorsque les fondations sont terminées, à titre d'exemple. Donc, si on a fait 30% de commercialisation ou 40% de commercialisation, ça représente pas beaucoup finalement de fonds, donc il faut quand même avoir un petit peu de financement qui permettent... Il faut faire le delta entre ce que tu vas pouvoir encaisser. D'ailleurs, généralement, tu dépenses de l'argent avant d'encaisser. C'est aussi ça le delta qu'il faut corriger. Oui, et puis surtout, on ne peut pas signer les actes authentiques de VFA tout de suite. Ça, il faut, une fois que le projet est déterminé, il faut faire le règlement de copropriété. Il faut que les acquéreurs viennent signer. Il faut eux-mêmes aient leur financement. Donc, ça prend aussi du temps. Donc, il faut vraiment s'assurer que le financement est là pour avancer sur le projet sereinement. Et donc là, à partir du moment où tu commences à construire, toi, quel est ton rôle sur le suivi de l'opération ? Le suivi du chantier, le suivi de la commercialisation, le suivi des relations avec les banques et les assurances. Et puis, il y a quand même des aléas de chantier qui sont toujours à traiter. Il y a la finalisation des derniers lots, souvent des lots secondaires qui sont à finaliser, parce que l'on travaille principalement en corps d'état, en lots séparés. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui sont très spécialisées sur des domaines qui vont être le gros œuvre, la plomberie, la peinture, la cuisine. Ouais, c'est exactement ça. C'est le gros œuvre, la menuiserie, les façades, la peinture, le CVC. Et donc toi, là-dedans, ton job, c'est aussi de vérifier que tout s'enchaîne assez bien et que, alors je prends toujours cet exemple, que le peintre, il vient après le plombier, quoi. Oui, alors le planning de travaux, il est déjà réalisé bien avant d'avoir réalisé tout ça. Mais oui, on ne va pas avoir besoin d'avoir sécurisé le marché peinture au moment où on achète le terrain, parce que on sait que c'est le lot qui intervient à la fin. Mais par contre, tout ce qui est fondation, gros œuvre, clos couvert, tout ça c'est sécurisé pour pouvoir être sûr d'arriver au moins à 70-75% de la construction avant d'avoir lancé tous les marchés. C'est ça, donc tu t'organises, tu suis la construction, tu gères les aléas, parce qu'il y a toujours des petites surprises à droite à gauche. Oui. T'as un exemple d'aléa qui peut arriver, ou systématiquement, ou un aléa qui t'a marqué dans le suivi de tes opérations ? Ah non, j'ai pas d'aléas techniques majeurs. C'est clairement tout le temps des petites modifications qui sont à prendre en considération. Nous, la principale difficulté, c'est vraiment la modification des acquéreurs qui viennent changer. C'est les fameuses TMA ? Oui, exactement. Ça, c'est vraiment un travail qui est important tout au long du projet. Donc la TMA, c'est alors je sais plus travaux modificatifs acquéreurs. C'est ça. Donc l'acquéreur qui se rend compte qu'en fait les prises de courant, par exemple, sont pas assez espacées, il peut pas mettre son canapé, il va te dire, en fait, je veux qu'elle soit 20 cm plus loin. Oui, ou alors une personne qui veut simplement rajouter une cave à vin. Donc c'est une prise électrique supplémentaire. Ça nécessite
au responsable de programme de revenir avec le lot électricité, de retravailler le projet, enfin de retravailler le contrat, les plans d'exécution. Et donc voilà, donc c'est tout un parcours de travail qui est important. Donc ça, c'est plutôt quand tu es sur la fin ou quand tu approches la livraison qu'il va y avoir de plus en plus de TMA parce que les gens vont pouvoir visiter l'appartement, se projeter, se rendre compte de ce qu'ils ont oublié, de ce qu'ils auraient voulu demander avant. Donc c'est sur la fin ou ça peut arriver très tôt? En fait, c'est pas trop, ça arrive, c'est échelonné. C'est à partir du moment où on commence la construction, oui, il faut que les gens enfin les projets, les TMA sont arrêtés en fait. Après, il peut y avoir toujours la possibilité de faire des modifications, mais là, ça nécessite vraiment beaucoup de travail. Clairement, c'est échelonné. Avant que les fondations soient commencées, il faut déjà avoir déterminé toutes les cloisons. D'accord. Donc là, c'est toi, ça fait partie de ton travail aussi, de bien vérifier avec les acquéreurs que les plans leur conviennent toujours, qu'il n'y a pas de grosses modifications à faire, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut les penser. Oui, exactement. D'accord. Et donc, pendant cette phase de construction, tu as aussi le reste des lots à vendre. Oui. Puisque l'idée, c'est idéalement d'arriver le jour de la livraison, tout est vendu. Oui, même avant, oui. Oui, même avant, bien sûr. Bien sûr, mais dans le pire du pire, si jamais tu n'as pas tout vendu, ça veut dire que tu as du stock. Donc, tu as des appartements qui sont encore à vendre. Bon, c'est du stock que tu dois porter en attendant de le vendre. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, l'idée, c'est d'arriver à 100% de commercialisation avant la livraison du projet pour que tu puisses, le jour où c'est livré, passer à autre chose, passer à un autre projet ou te concentrer sur un autre projet. Après, il y a toujours la garantie parfait achèvement qui reste une obligation de notre part. Et puis, on a aussi la garantie décennale, enfin, en tout cas, la garantie dommage ouvrage en ce qui nous concerne pour assurer le projet. Donc, non, l'opération n'est pas clôturée à la livraison. Mais on a envie de allouer les équipes de commercialisation sur autre chose. Oui, parce que comme on l'a évoqué, le métier de promoteur, bon, il est à la fois multiple, mais tu n'as jamais un projet qui se termine et paf, un projet qui commence. Toi, ton boulot, c'est aussi de maîtriser plusieurs fonciers, de faire avancer plusieurs projets et de pouvoir avoir de l'activité. Oui, il faut s'imposer un rythme. Les projets sont en parallèle. Il faut, et puis tous les fonciers ne sortent pas en même temps. Donc non, il faut absolument, en ce qui nous concerne, avoir un nombre de projets en signature pendant tous les mois, avoir un nombre de permis de construire qu'on dépose tous les mois, etc. Oui, donc c'est cyclique aussi dans notre métier, dans la promotion. Parfois, tout d'un coup, il y a 4 ou 5 promesses qui tombent d'un coup. Mais ça arrive par vague. Voilà, c'est le cas en ce moment. Les lois de finances vont changer l'année prochaine. Donc il y a des plus-values à aller économiser. On signe rapidement des promesses. Voilà. Oui, je vois. Donc après ce qu'on vient d'évoquer, donc on comprend que le métier de promoteur, alors moi je le présente souvent en cours comme le type qui sait rien faire mais qui organise un peu tout. Donc on vient de démontrer que c'était pas vraiment le cas. Tu avais quand même beaucoup de casquettes à porter, mais c'est vrai que t'es le chef d'orchestre. C'est clairement un promoteur immobilier, c'est un ensemblier de compétences. On va chercher beaucoup de compétences externes. Mais on reste malgré tout le chef d'orchestre qui avons la vision depuis le départ d'un projet, parce que le promoteur, c'est avant tout la personne qui se balade dans la rue, ou c'est la personne qui a une vision sur un foncier et qui imagine quelque chose qui peut se construire à un endroit. Et le promoteur, son rôle, c'est d'arriver finalement à la construction de ce projet. Et donc, il va aligner toutes les forces pour arriver à ce projet. Et puis, les compétences sont multiples dans notre métier. On a besoin, comme on l'a dit, il y a beaucoup de bureaux d'études, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, on travaille avec la mairie, on travaille avec des financiers pour financer les projets, des assurances. Il y a beaucoup d'intervenants qui composent le parcours d'un projet de promotion. Mais le fil conducteur d'un projet de promotion, c'est le promoteur, c'est celui qui crée le projet. Oui, donc tu peux pas tout faire toi, parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Tu peux pas connaître tous les métiers parfaitement, mais tu dois quand même les comprendre pour pouvoir les organiser et arriver à ton but. Exactement. Nous, notre métier, c'est clairement organiser la mutation d'un terrain. Voilà, c'est trouver un terrain mutable et organiser tout le projet pour qu'une construction soit réalisée. On n'a pas à intervenir sur toute
on n'a pas à tout faire nous-mêmes, il faut juste savoir comment ça s'organise et aller chercher les compétences là où elles sont pour faire en sorte que le projet soit là. Et si on travaille énormément de notre côté, déjà c'est un travail d'humain, on est beaucoup avec les gens, on est beaucoup à l'écoute pour travailler un projet, pour définir un projet. Ça c'est ce qu'on travaille avec les mairies, avec les voisins. On travaille beaucoup avec les architectes sur la définition d'un projet, la programmation, l'étude commerciale pour pouvoir définir quel est le produit idéal à construire sur le terrain mutable identifié. Et puis après, tout au long du parcours de conception aussi, ou de montage avec le responsable de programme, où on va travailler avec les différents bureaux d'études pour synthétiser l'ensemble des informations, que ce soit qui viennent de plein d'horizons différents. Ouais, donc c'est un métier très humain, tu es en contact avec beaucoup de personnes et tu dois aligner les planètes pour arriver à sortir le projet parce que tu as aussi une contrainte, c'est que le projet, tu dois gagner de l'argent dessus. L'idée, c'est qu'il soit rentable, tout simplement. Donc, tu dois aligner, piloter le projet pour trouver la bonne façon de le rendre rentable. Qu'il soit finançable. Et qu'il soit finançable. L'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve. Mm-hmm. Donc, il faut que ce soit finançable. Donc, il faut que le projet ait une rentabilité. Oui, avant tout, comme tu l'as dit, Arnaud, hein, il faut des fonds propres pour réaliser une opération. Il faut de la dette pour réaliser une opération. Enfin, on peut être en 100% cash, mais dans la plupart des cas, il faut des fonds propres et du financement. Et pour ça, il faut de la sécurité. Et il faut prévoir des marges de sécurité au cas où il y a des aléas au cours du projet. Donc, oui, j'ai pas rencontré beaucoup de promoteurs qui finançaient tout en fonds propres. J'en ai rencontré un, mais qui avait les poches très pleines. Après, ça peut être par exemple des marchands de biens. C'est une opération, enfin, c'est pas de la promotion immobilière, mais un marchand de biens peut se positionner sur un terrain en fonds propres. Avec la possibilité d'imaginer une surélévation, une extension, une division de parcelles et venir créer de la valeur. À ce moment-là, c'est possible qu'il y en ait. Voilà. Oui, ça peut être des opérations plus courtes, du coup, sur lesquelles l'obtention d'un financement peut être un peu longue par rapport à la réalisabilité de l'opération. Et du coup, il vaut mieux travailler en fonds propres, du coup. Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, je définis toujours le marchand de biens comme travaillant sur un existant alors que le promoteur va créer. Je pense qu'un marchand peut aussi avoir une vision sur un projet. Alors, je ne suis pas marchand de biens, donc je ne peux pas parler en leur nom. Mais ils ont aussi une vision d'un projet. Ils ont un regard immobilier sur lequel ils voient une création de valeur possible. Voilà. Donc pour toi, les grandes qualités pour être promoteur, ce serait quoi ? Ça fait un peu entretien d'embauche, mais je me rends compte en posant cette question. Non, la première qualité d'un promoteur, je pense que c'est sa pugnacité. Je pense que un projet de promotion, c'est beaucoup de difficultés tout au long du parcours. Ça dure longtemps, c'est 3, 4, 5 ans, un projet. Il faut être résistant, il faut savoir absorber tous les aléas que l'on rencontre. Et voilà, c'est difficile au quotidien. Donc ça, pour moi, c'est la première qualité importante pour être promoteur. Si j'en donnerais une deuxième, je pense que faut avoir un peu d'imagination sur ce qui est possible et croire en ce qu'on fait, parce que porter un projet sur toute cette durée, si on n'y croit pas, on les sort pas. Donc voilà, c'est rester optimiste. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de promoteur par rapport à, je dirais, la revitalisation urbaine ? Quand tu te dis, j'imagine que toi, tu as un œil de promoteur, donc quand tu te balades dans la rue, tu vois peut-être des dents creuses, tu vois des terrains, et tu te dis, tiens, ce serait pas mal d'avoir un projet là. Comment tu vois le truc ? Est-ce que tu te dis, c'est de la création de valeur, c'est de harmoniser de façon harmoniser l'urbanisme, c'est créer quelque chose, c'est quoi pour toi ? C'est exactement ça. C'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment la création de valeur. C'est réussir à partir d'un existant qui est petit la plupart du temps, ou qui n'est pas valorisé au mieux, en tout cas une parcelle qui n'est pas valorisée, et réussir à créer quelque chose de nouveau et d'apporter de la surface supplémentaire. Alors ça fait un peu très immobilier de dire ça, mais c'est apporter quelque chose de nouveau, apporter quelque chose de plus. Voilà, ça c'est vraiment top, ça fait vraiment plaisir de créer. Mais j'imagine que quand tu dis ça, tu penses aussi à tes futurs acquéreurs. Ah, tout le temps. Et tu te dis... la priorité vraiment pour nous, surtout quand on fait du logement, la priorité pour nous, c'est se projeter, pour les acquéreurs, se projeter et imaginer
qu'est-ce que l'on peut produire qui fera plaisir et qui se vendra, puis évidemment qui se vendra bien. Mais, la question, c'est ton utilisateur final, quoi. Celui qui va acquérir le bien, il va vivre dedans. Donc tu dois avoir une proposition de valeur qui est forte, quoi. Ouais, mais on a vraiment beaucoup de gens qu'on doit satisfaire. On doit satisfaire un vendeur de terrain. Donc ça, c'est notre première préoccupation, c'est respecter nos engagements auprès de nos vendeurs, parce que il peut y avoir des aléas de délai, donc ça, il faut pouvoir les maîtriser. Mais clairement, la personne pour qui on travaille, c'est les acquéreurs. C'est pour eux qu'on produit du logement, et c'est satisfaisant de savoir que des gens vont vivre dans les biens qu'on construit. Et comment tu l'as pensé, comment toi tu l'as imaginé, comment eux sont arrivés pour le modifier, le mettre à leur goût, et comment tu as réussi à créer le truc. C'est très satisfaisant, oui. Donc j'imagine que quand tu remets les clés à la livraison, dehors un petit frisson. Ah bah oui, la première livraison, oui, j'étais content, oui. Enfin, ouais, j'imagine. J'ai hâte d'avoir la deuxième. C'est une question de semaines, ça. Exactement. Super, je crois qu'on a bien déroulé un projet de promotion. Je crois qu'on n'a rien oublié. Enfin, on a vraiment passé de cette étape de foncier, il faut chercher du foncier, il faut être en quête permanente de foncier pour pouvoir penser au projet de demain. Et une fois que tu as du foncier, tu as encore du boulot. Tu conçois le projet, tu fais un permis de construire. Une fois que tu as ton permis de construire, tu montes le projet avec des équipes plus techniques pour organiser la constructibilité du projet. Après, tu finances, tu commercialises, et après, tu achètes, et après, tu construis. Voilà, et tout ça, faut mener de front, pousser les projets qui sont susceptibles de se produire, trouver d'autres projets, et puis dans l'eau, il y a des projets qui ne marchent pas. Il y a plus de projets qui ne fonctionnent pas que de projets qui sortent. C'est vraiment un aléa pour nous important, le nombre de projets qui tombent à l'eau. Après, ça tombe à l'eau très vite. Une personne à qui on fait une offre, ça ne l'intéresse pas parce qu'il y a des délais, des conditions suspensives. Donc voilà, c'est la vie. Après, il y a des permis de construire qui sont refusés. Il y a des recours sur des projets qui font que le projet est annulé. Il y a des aléas. C'est un vrai métier d'entrepreneur sur lequel il faut vraiment reconnaître l'échec. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il faut être pugnace, comme je disais tout à l'heure, et rester optimiste, parce qu'on a vraiment plus... de projets qui tombent à l'eau que de projets qui réussissent, mais pas à ces phases-là, quoi, pas aux phases PC, etc. On sait plutôt très rapidement si ça tombe à l'eau ou pas. Donc, Ce qu'on évoque souvent aussi, c'est que c'est un métier qui génère de fortes marges. Je me permets de faire le lien parce qu'on a évoqué plusieurs choses là. C'est que, les projets durent quand même 4-5 ans. Oui. C'est un cycle à la fois court en immobilier, mais quand même long quand tu ramènes ta rentabilité, tu l'annualises. Et deux, il y a des projets qui échouent sur lesquels toi, tu as commencé à dépenser de l'argent et que tu ne retrouves pas, quoi. Exactement. Donc, voilà, en fait, il faut équilibrer tes poches, c'est-à-dire que tu génères de la marge, cette marge va te permettre de réinvestir dans des projets qui peuvent ou pas aboutir, mais donc sur lesquels tu peux perdre ton investissement. Mais c'est un peu la boule de neige. C'est-à-dire que tu dois commencer par un premier projet, essayer d'en mener un deuxième, récupérer les fonds du premier pour pouvoir refaire un autre projet. Et en fait, ça te permet de faire grossir un peu ta société et de sécuriser plus de foncier et donc d'assurer un peu la pérennité de ta société. Donc c'est un équilibre qui n'est pas simple du tout à trouver, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Alors, il y a une vraie différence entre les investisseurs et les promoteurs. Les investisseurs raisonnent en TRI, tu l'as dit, donc, et les promoteurs raisonnent en marge. C'est vrai que la marge ne prend pas en considération le temps, la durée du projet. Donc, il est vrai qu'en valeur absolue, un projet peut paraître conséquent en termes de marge. En revanche, c'est vrai que sur le temps du projet, c'est peut-être parfois moins intéressant qu'un investissement classique. Ouais, finalement, quand tu calcules le TRI à la fin, tu te rends compte que tu es sur des TRI. Alors pour le promoteur qui effectivement prend des risques dès le départ et qui investit lui-même. Après, pour l'investisseur, quand on parle d'equity tout à l'heure, ou quand l'investisseur qui vient au moment où le terrain est acheté, à ce moment-là, la durée du projet est quand même assez... figé. On sait quand on achète, à partir du moment où on a acheté, on sait qu'on va démarrer les travaux plus ou moins dans les semaines à venir, et on sait combien de temps va durer le projet. Donc nous on travaille avec les investisseurs qui investissent chez nous et qui attendent un rendement. Celui-ci il est défini et il est sur un court terme puisque ça va être 18-24 mois maximum, et c'est aussi la durée des engagements qu'on prend en dette. Donc là
pour un investisseur, le projet de promotion est rentable. Donc pour le promoteur, lui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frais d'amorçage, qui sont les frais d'études, de signature de promesses, passage de géomètre, dépôt de permis de construire, qui sont conséquentes et qui font que finalement, il faut qu'on se dégage malgré tout des marges importantes pour pouvoir aussi absorber les marges, ou en tout cas les frais d'amorçage perdus sur d'autres projets. Super. Bah, écoute, après, moi j'ai deux questions pour toi pour conclure. Là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute. Je pense qu'on a bien déblayé le sujet. Je suis assez content. Qu'est-ce que tu aimes dans l'immobilier? C'est très vague comme question. Ouais, alors, l'architecture, ça c'est vraiment un point important. C'était d'ailleurs la raison première pour laquelle j'ai voulu me mettre dans la promotion immobilière. C'était pour pouvoir créer des projets, en tout cas dessiner des projets initialement, mais maintenant je suis plutôt le chef d'orchestre, donc qui travaille avec des architectes qui eux créent des projets. C'était vraiment pour moi quelque chose que j'aimais le plus. Aujourd'hui, je trouve que les modes de vie changent, les modes d'utilisation des appartements changent. Il y a des changements donc sociétaux qui sont vraiment constatés. Je trouve que c'est vraiment une super opportunité pour nous en 2020 de faire du logement, parce qu'on apporte de l'innovation dans nos projets. On peut apporter quelque chose de différent. Voilà, alors j'ai des exemples tout simples, mais beaucoup de personnes le font, avec des boîtes aux lettres connectées, les espaces partagés, des ateliers de bricolage, donc des espaces de coworking. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui n'existaient pas avant, et donc je suis super content de pouvoir réaliser ce type d'opération aujourd'hui, parce qu'on est dans une période où les utilisations sont différentes et vont évoluer. Et j'ai l'impression d'être un acteur qui doit participer, et je suis fier de pouvoir le faire. Et j'ai pris cette responsabilité d'apporter des choses, des espaces qui soient plus adaptés pour nos acquéreurs. Donc là, tu as répondu à ma question d'après. Pardon. Qui était comment tu vois l'immobilier à l'avenir. Je voudrais juste revenir sur toi, ce qui te plaît dans l'immobilier. Moi, j'ai un point. Donc toi, c'est le dessin, c'est l'architecture, c'est l'harmonie d'un immeuble dans une rue. Parfois, je me pose la question, quand je vois ce que j'appelle une verrue, tu vois, tu te balades dans une rue et là, tu as un immeuble qui est affreux, quoi. Comment on peut arriver là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment, en fait, il y a quelqu'un qui a décidé, qui a autorisé à faire un truc qui est absolument immonde dans une rue où tu as, entre deux immeubles haussmanniens, tu as un truc avec des façades en verre et des trucs immondes. Comment on arrive là, quoi? C'est assez subjectif, Arnaud. Non, je crois que je suis objectif. Non, alors je t'assure, il y a des mairies dans lesquelles c'est inconcevable de construire en bois parce qu'on n'a pas assez de recul, on n'arrive pas à définir si le matériau va être pérenne et que la construction va être qualitative dans le temps. D'autres mairies où c'est très important de construire en bois et d'apporter des matériaux biodiversifiés dans les projets. Biosourcés, biodiversifiés. Exactement. Et tout ça, c'est accueilli différemment selon les mairies. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrive là? Parce que je pense que les mairies ont pour rôle de conserver la singularité de leur architecture, d'apporter des projets qui soient authentiques par rapport à leur ville. C'est aussi leur rôle de travailler avec des architectes main dans la main lorsqu'on conçoit le permis de construire pour définir réellement ce qui est fait. Alors si un immeuble est immonde, c'est la responsabilité probablement... Après, il y a des époques, tu vois, j'imagine que sur ces 50-60 dernières années, les règles ont changé, oui, la vision de l'immobilier a changé. Il y a eu beaucoup d'acier, il y a eu beaucoup de verre, maintenant on fait beaucoup de bois, enfin c'est des choses qui changent. Il y a des modes, ouais. Ouais, exactement. Et puis alors sur des projets parfois, alors moi c'est pas forcément l'architecture qui me choque ou ce que je trouve immonde. Parfois ce que je trouve vraiment aberrant, c'est certaines règles d'urbanisme qui font que pour maximiser la construction, on va aller optimiser en cherchant la densité maximale. Et là on peut sortir un projet qui est pas cohérent et qui va malgré tout être soutenu par une mairie. Ça peut être avec des pièces en triangle sur lesquelles tu mets aucun meuble, mais qui permettent de faire des mètres carrés supplémentaires, c'est ça? Exactement. Super. Voilà. Et le dernier point, oui, c'est ma dernière question, c'est comment tu vois l'immobilier à l'avenir? Et tu y as déjà partiellement répondu parce que tu dis que l'usage évolue. On a eu une année où on s'est rendu compte que l'usage doit évoluer. On a les bureaux, on s'est dit
premier confinement, on s'est dit qu'on n'irait plus jamais au bureau. Finalement, on retourne au bureau, mais on considère pouvoir travailler un peu de chez soi. Donc, travailler de chez soi, c'est pas forcément simple parce qu'on n'a pas forcément une pièce dédiée au travail. J'imagine que toi, tu vois ça, tu te dis, peut-être qu'il faut considérer un salon, salle à manger qui est peut-être un peu plus grand, sur lequel tu as un espace sur lequel tu peux travailler. Imaginer un coin où tu mets un écran et tu peux travailler. Tu évoques tout ce qui est un peu ressources partagées. Moi, je trouve ça super intéressant de te dire, tu as un petit atelier dans lequel tu peux bricoler. C'est une pièce qui est valorisée comme ça, où chacun peut venir, alors je sais pas, réparer son vélo, couper une planche et l'avoir. Si chacun l'avait, ce serait un gaspillage de ressources, mais là, tu t'optimises un peu la ressource. Moi, je crois pas mal à l'usage mixte en me disant est-ce qu'à un moment, tu peux, après, sur certaines tailles de lot, t'imaginer que tu as un petit espace de coworking au rez-de-chaussée, tu as du résidentiel au-dessus, tu as des usages qui vont un peu évoluer, qui vont se morceler, ou peut-être qu'on aurait moins d'usage de grandes tours à la Défense et plus de petits bureaux à droite à gauche. Donc l'usage évolue. Je suis tout à fait d'accord avec toi, l'usage évolue. Tu parles de valoriser un espace de bricolage, valoriser un espace de coworking. Ça ne se valorise pas autant que si on crée vraiment une surface commercialisable. Donc c'est vraiment une volonté de la part des promoteurs et on est beaucoup à le faire et je les remercie. Et nous aussi, on s'engage un peu même beaucoup dans l'évolution de ces modes de vie parce que c'est un parti pris aussi de valoriser des espaces différemment. Mais l'immobilier répond à la demande. Enfin, nous, on est des acteurs qui produisons de l'offre. Il faut que ça réponde à une demande locale, à une demande de la ville et à une demande des acquéreurs. Voilà, donc, nous, c'est vrai que le Covid a été un accélérateur. C'est les usages qui vont faire en sorte que les espaces que l'on crée, alors que ce soit du bureau, des centres commerciaux, des commerces, on parle beaucoup des centres commerciaux, mais c'est aussi à nous, acteurs de l'immobilier, de répondre à ces modes de vie. Nous, je vais parler pour le logement, c'est clair que le télétravail, c'est un vecteur très important dans notre réflexion dès la conception. Alors, faire un petit bureau, c'est intéressant de se dire ça, mais il faut aussi que la législation nous accompagne pour le faire, parce que faire une petite pièce de 5 ou 6 mètres carrés, c'est même pas possible aujourd'hui de le faire. Donc, en tout cas, c'est pas valorisé comme une pièce. Donc, nous, les acteurs de l'immobilier, on propose des choses. Il faut que la législation nous accompagne dans ces évolutions. Mais je pense que la mixité des espaces partagés, des espaces de travail, peut-être pas les espaces commerciaux partout, on va pas revenir à forcément le rez-de-chaussée commercial, le premier et le deuxième étage de bureau et le reste en habitation. Je pense pas que ce soit ça dans les 10 prochaines années. En revanche, je crois plus à des espaces qui soient des espaces d'usage libre. Alors la pièce supplémentaire de l'appartement, l'espace de travail, l'espace de réception, et des espaces qui soient plus aérés, plus verts. Voilà. Je pense vraiment que l'immobilier de demain, c'est un immobilier qui est plus responsable, qui sera plus adapté aux usages actuels, aux changements sociétaux, et qui soit plus responsable autant dans la construction que dans l'usage qui est fait par les habitants. Super. Écoute, merci beaucoup Benjamin. Où est-ce qu'on peut trouver des infos sur Simprom? Tu as un site internet, une page LinkedIn? Simprom.com, on a aussi un LinkedIn. Ok, et on peut te trouver sur LinkedIn, j'imagine. On a même un Instagram. Waouh. Super, donc tu publies des photos de tes programmes. Oui, les chantiers, on a nos réunions, l'évolution de nos projets. On essaie de communiquer avec nos acquéreurs, qui sont les principales personnes, personnalités qui nous suivent. Et c'est aussi une bonne manière de mettre en avant justement les innovations qu'on réalise et les projets qu'on fait sur l'Île-de-France. Super. Écoute, Benjamin, merci beaucoup. C'était super sympa. Merci Arnaud. On a appris plein de trucs et j'espère que ça vous a plu.